Souhaiterais-tu comprendre pourquoi certaines personnes deviennent riches sans forcément gagner plus que les autres? Souhaiterais-tu également découvrir les comportements qui permettent de construire une véritable richesse sur le long terme? Souhaiterais-tu savoir comment transmettre ces valeurs et cet état d'esprit financier à tes enfants? Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode des résumés du succès. On continue notre résumé du livre Le millionnaire d'à côté ou The Millionaire Next Door. Et dans cette deuxième partie, nous allons découvrir les 7 facteurs qui caractérisent les personnes financièrement prospères, ainsi que les clés essentielles pour éduquer nos enfants afin qu'ils deviennent financièrement responsables et indépendants. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, on continue notre exploration d'un livre devenu une référence mondiale lorsqu'on parle de richesse durable, de richesse à long terme. C'est The Millionaire Next Door. Dans la première partie, nous avons découvert une réalité étonnante. Et d'ailleurs, je t'invite à aller écouter la première partie si tu ne l'as pas écoutée encore. La plupart des millionnaires ne vivent pas dans l'extravagance. Ils mènent souvent une vie simple, disciplinée et réfléchie financièrement. Mais la vraie question, c'est maintenant la suivante. Qu'est-ce qui différencie réellement les riches des pauvres? Et dans cette deuxième partie, les auteurs dévoilent 7 facteurs qui expliquent pourquoi certaines personnes accumulent de la richesse au fil du temps. Ce sont des principes simples et puissants, mais vivre en dessous de ses moyens, planifier son avenir financier, investir intelligemment et rester discipliné. On les a vus ces facteurs dans la première partie, mais ici ça va être plus détaillé. Un point particulièrement intéressant qu'on va voir, c'est que les auteurs ils vont expliquer pourquoi beaucoup d'enfants issus de familles riches ne deviennent pas riches eux-mêmes, tout seuls. Et quelles sont les bonnes pratiques pour transmettre à nos enfants les valeurs qui mènent à l'indépendance financière. Parce que la véritable richesse, elle ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à transmettre les bons principes à la génération suivante. Allez, on commence par le premier facteur commun des vrais riches. Le premier, c'est la frugalité. Donc, c'est la pierre angulaire de la richesse. Pour le millionnaire type, la richesse, c'est ce que l'on accumule et pas ce que l'on dépense. Des chiffres clés, Par exemple, 50% des millionnaires n'ont jamais dépensé plus de $400 pour un costume. Le prix typique de leur dernier achat pour une voiture, c'est 25 000 € de moyenne. Et un exemple concret que l'on retrouve dans le livre, c'est le Dr North. C'est un multimillionnaire qui n'a jamais acheté un costume qui n'était pas en promotion. Il conduit une Mercedes de 3 ans achetée d'occasion pour économiser 20 000 $ par rapport au neuf. Et le premier facteur, donc, c'est très important, c'est qu'ils vivent en dessous de leurs possibilités. Une caractéristique des riches, donc, première caractéristique, la frugalité, comme on l'a vu. En fait, ils n'achètent pas de vêtements chers, ils ne dépensent pas dans des costumes de luxe, ils ne dépensent pas beaucoup dans les chaussures, par exemple, dans leur vestimentaire, et ils n'achètent pas de montres de luxe. La majorité d'entre eux, en fait, ils achètent des choses, si c'est possible, aux enchères, ou ils achètent dans des saisies immobilières même. Parce que les riches, ils savent exactement ce qu'ils vont dépenser pour un vêtement, pour la nourriture, pour les maisons, pour tout. Parce qu'ils prévoient tout à l'avance. Pour générer de la richesse, ils minimisent le revenu réalisable, sujet aux impôts. Ils maximisent le revenu non réalisable, l'investissement et les propriétés. Donc, ils s'orientent plus sur l'investissement que sur la consommation. Et un conseil que je peux te donner ici pour appliquer la frugalité dans l'immobilier, par exemple, je te conseille de ne jamais acheter une maison sous crédit, par exemple, ou un gros crédit, ou une hypothèque. Parce que ça implique qu'il faut que ton revenu soit énorme. Et ça va te consommer tout ton argent pendant 25 ans peut-être. Une action que tu peux mettre en place ici, et on en parle souvent dans les épisodes, mais tu dois créer un budget annuel strict. Tous les millionnaires ont mis en place un budget pour suivre les dépenses et pour contrôler ce qui entre et ce qui sort, afin d'être sûr que tu es en dessous de tes moyens et pas au-dessus.
Deuxième facteur, ici, dans le livre, c'est que les riches, ils allouent leur temps et leur énergie efficacement. Les millionnaires passent 2 fois plus de temps par mois à planifier leurs investissements financiers. Donc, comme on l'a vu dans la première partie, ils consacrent 8 heures par mois à planifier et à regarder le budget, ce qui est énorme. Donc les riches, ils distribuent leur temps, leur énergie et leur argent efficacement de manière à construire leur richesse. Ils consacrent beaucoup de temps dans l'année à planifier leur stratégie, souvent 10 à 20 heures par mois même. Ils consacrent au moins 15% de leurs revenus durement gagnés et les réinvestissent. Et concernant les véhicules, ils n'achètent pas de véhicules neufs, comme on l'a vu tout à l'heure. 95% des millionnaires possèdent des actions en bourse. Et ils se laissent conseiller par des conseillers financiers qu'ils embauchent sur recommandation. Ils ne travaillent pas avec n'importe qui, mais ils ont besoin de quelqu'un à côté pour les aider. Des professionnels. Et l'essentiel que tu dois retenir ici, c'est que tu dois maîtriser tes dépenses. Maîtriser ton épargne et maîtriser tes investissements. Le troisième facteur, c'est l'indépendance financière est beaucoup plus important que le statut social. C'est le combat entre être et paraître. C'est le vrai millionnaire, lui, il se moque de montrer sa richesse. Il accumule assez de richesse pour vivre sans travailler pendant 10 ans ou plus. Et donc, ce serait un objectif pour nous. Comme on l'a vu dans l'histoire de Teddy Friend de la première partie, il gagne 220 000 euros par an. Mais possède 6 voitures, dont 2 voitures en leasing et une montre à 5 000 $. Quel est le résultat ? Eh bien, s'il s'arrête de travailler demain, il ne survit peut-être qu'un an. Les riches croient que l'indépendance financière est plus importante que de démontrer un statut social élevé. C'est pour cela qu'ils achètent des véhicules modestes, qui consacrent du temps pour trouver un bon prix et qui négocient, qui marchandent, et ils achètent toujours en promotion ou en occasion. Et cette attitude, elle va te permettre d'éviter de générer des dettes qui peuvent potentiellement réduire ta capacité à générer de la richesse. L'indépendance financière, c'est la capacité de se maintenir avec la qualité de vie souhaitée, mais sans travailler. Une action que tu peux faire ici, c'est que, avant d'acheter par exemple quelque chose, est-ce que j'achète ça ou autre chose pour le plaisir ou pour le montrer ? Est-ce que j'achète ceci ou cela pour mon plaisir ou pour que mes voisins pensent que j'ai réussi ? Pose-toi cette question avant d'acheter quelque chose. Ça, c'est important. Quatrième facteur, ils n'ont pas reçu d'assistance économique de leurs parents. Les auteurs y prouvent dans ce livre statistiquement que plus les enfants adultes reçoivent d'argent pour leur consommation de leurs parents, moins ils accumulent de l'argent eux-mêmes. Si tu reçois de l'argent en cadeau, eh bien, cela peut engendrer de la dépendance. Donc le quatrième facteur, c'est que les parents ne leur ont pas fourni de protection économique. Une erreur que commettent beaucoup de parents, c'est de fournir des cadeaux d'argent à leurs enfants, ce qui les transforme en dépendants de leurs parents. Et ça, ce n'est pas bon. Fournir des cadeaux ne correspond pas à leur catégorie économique. Les riches, eux, ils génèrent leur argent eux-mêmes. L'idée que tu dois retenir ici, c'est qu'il est beaucoup plus facile de dépenser de l'argent des autres que celui que l'on a généré soi-même. Et quand on gagne quelque chose par son propre effort, du temps que l'on a passé, du travail, des sacrifices que l'on a fait, on développe naturellement un rapport différent à sa valeur. Chaque euro représente des heures de travail, de l'énergie, parfois des renoncements à d'autres activités que l'on pourrait faire, qui nous feraient plaisir. Mais non, on travaille pour cet argent. C'est pourquoi on réfléchit davantage avant de le dépenser. À l'inverse, lorsque l'argent ou les ressources viennent de l'extérieur, d'une aide, d'un cadeau que l'on reçoit, d'une facilité bancaire, la perception change. Et sans l'expérience directe de l'effort nécessaire pour obtenir l'argent, il devient plus difficile de le considérer comme acquis, et donc de le dépenser ou de l'utiliser sans réellement mesurer sa valeur, sa vraie valeur. Cela ne signifie pas qu'aider les autres est une mauvaise chose, mais au contraire, la solidarité, le soutien et le partage sont essentiels dans une société. Mais il y a une nuance importante ici. Aider les autres ne doit pas supprimer la conscience de la valeur des choses. Lorsqu'une personne reçoit par exemple
quelque chose sans comprendre le prix réel, la valeur en temps, en travail ou en sacrifice de ce qu'elle obtient, eh bien, cette personne risque de perdre progressivement le sens de la responsabilité et de la valeur des choses. Si tu aides quelqu'un, ça peut devenir un piège. Par exemple, un enfant à qui on a tout payé, au lieu de s'émanciper et d'être autonome, peut-être que ça peut encourager une forme de dépendance ou de négligence de ce qu'elle reçoit. C'est pour cela que la prise de conscience est fondamentale. Quand on reçoit quelque chose, on doit toujours comprendre la valeur de ce que l'on reçoit. Pas forcément la valeur financière, mais humaine. Quelqu'un a travaillé dur, quelqu'un a donné son temps ou son énergie pour que cet objet existe et que tu le reçois. Alors, réalise la vraie valeur des choses. Et à mes yeux, c'est le point fondamental du livre. Car beaucoup de problèmes financiers commencent justement par une perte de perception de la valeur des choses. Lorsque tout semble facilement accessible, la notion de limite disparaît. Et sans cette notion de limite, il devient difficile de gérer, d'économiser ou de préserver ce que l'on possède. Et il y a aussi un autre phénomène qui se produit, parce que plus on a de choses, plus il est facile d'en oublier la valeur. Parfois, l'abondance peut créer une forme d'indifférence. Ce qui était peut-être précieux à quelqu'un, un objet de famille par exemple, peut devenir banal, remplaçable, presque invisible. Pourtant, apprendre à reconnaître la valeur de ce que l'on possède, c'est essentiel. Parce qu'on doit valoriser ce que l'on a. Et si on commence par valoriser ce que l'on a, c'est déjà une forme de richesse. C'est comprendre que derrière chaque objet que l'on a, chaque opportunité qui se produit, ou chaque aide que l'on reçoit, il y a un effort, une histoire, une vraie intention derrière. Et donc on doit protéger ce que l'on nous offre. C'est une forme de respect. Une forme de respect pour la personne qui nous a donné ce que l'on reçoit, mais aussi un respect pour soi-même. Car recevoir quelque chose, c'est une chance. C'est une chance qui mérite d'être reconnue. Une chance qui mérite d'être préservée et utilisée avec conscience. En fin de compte, le véritable enjeu n'est pas seulement l'argent, c'est notre rapport à la valeur des choses. Et lorsque nous savons reconnaître cette valeur, alors nous faisons naturellement plus attention à ce que nous avons et nous évitons de gaspiller ce qui pourrait nous aider à construire quelque chose de plus grand. Et le 5e facteur, c'est que les enfants des riches, lorsqu'ils sont adultes, eh bien ils sont déjà autonomes. Les parents qui sont riches, qui réussissent, ne disent jamais à leurs enfants qu'ils sont riches avant que ces derniers n'aient établi leur propre richesse, leur propre carrière et leur propre style de vie. La règle d'or de ce facteur, numéro 5, c'est que tu ne dois pas donner d'argent liquide à tes enfants. Cela donne trop d'options de consommation. Offre-leur plutôt une éducation de qualité ou aide-les à lancer une entreprise sérieuse. Alors le 5e facteur, c'est que leurs enfants, adultes, sont autosuffisants économiquement. Ils se débrouillent tout seuls. Et donc il faut apprendre à nos enfants à pêcher. Pour cela, les auteurs suggèrent 10 règles pour des parents riches. Notamment, pour eux, le véritable héritage n'est pas l'argent, mais l'autonomie financière. Ils ont observé, en fait, les auteurs, que les familles qui transmettent trop facilement leur richesse à leurs enfants créent souvent des adultes qui sont dépendants. À l'inverse, les millionnaires, discrets, éduquent leurs enfants pour qu'ils puissent réussir sans compter sur l'argent de leurs parents. Les auteurs, ils résument tout ça. Ils disent qu'il faut apprendre aux enfants à pêcher pour leur donner du poisson. Autrement dit, on doit transmettre des compétences, une discipline et une mentalité plutôt que simplement des ressources. La seule chose à garder en tête, en fait, ici, c'est qu'il faut apprendre les concepts de la finance à nos enfants. Beaucoup de personnes riches ne cherchent pas seulement à construire leur propre richesse. Elles cherchent surtout à éviter que leurs enfants deviennent dépendants de cette richesse. Parce que l'argent peut être à la fois une opportunité,
mais également un piège, comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsque cet argent est transmis sans préparation, sans apprentissage de la finance, il peut affaiblir la motivation, réduire la discipline et créer une illusion de sécurité chez les enfants. Et ça, c'est un problème. Parce que les auteurs, ils expliquent que certains parents riches ont donc adopté une approche très réfléchie pour éduquer les enfants face à l'argent. Leur objectif n'est pas de leur offrir une vie facile, mais leur objectif, c'est plutôt de transmettre des outils pour construire leur propre stabilité financière. Et pour cela, dans le livre, il propose 10 principes, 10 règles pour des parents riches. La première règle, c'est ne jamais habituer les enfants à un train de vie riche. Les parents évitent d'exposer leurs enfants à un mode de vie trop luxueux. La raison est simple, c'est que le niveau de consommation devient rapidement une référence mentale, c'est-à-dire qu'un enfant qui grandit dans l'abondance considère naturellement ce niveau de vie comme normal. Et ce n'est pas bon. Parce que à l'âge adulte, une fois qu'il sera adulte, il cherchera instinctivement à maintenir ce standard. Même si ses revenus ne le permettent pas, il va chercher à consommer, à créer des tensions financières, des dettes, de la pression sociale ou de la dépendance à l'aide familiale. Et ça, ce n'est pas bon. Tu dois limiter cette exposition au luxe. Les parents, ils vont permettre à leurs enfants de développer un rapport plus réaliste à l'argent et au niveau de vie, et un niveau de vie frugal. Donc, on doit transmettre cette connaissance financière à nos enfants. Deuxième facteur, c'est ne pas révéler trop tôt la richesse familiale. Les auteurs recommandent que les enfants ne prennent pas réellement conscience de la richesse familiale qu'une fois devenus adultes et responsables. Parce que s'ils apprennent qu'on est riche, eh bien, ils ont un sentiment de sécurité et de stabilité financière. Et donc les enfants, ils vont penser que peu importe ce qu'ils font dans leur vie, leurs parents seront toujours là pour les aider. Et cette perception est très mauvaise. Elle peut diminuer l'urgence de construire sa propre stabilité. Elle peut diminuer aussi la motivation de créer un patrimoine financier élevé, ce qui va limiter la croissance de notre enfant. Alors ça paraît insignifiant, mais effectivement, s'ils pensent qu'ils sont à sécurité, alors ils n'ont pas besoin de prendre des risques, comme par exemple devenir entrepreneur. Le troisième facteur, c'est apprendre la discipline financière. Si les parents ils dépensent avec prudence, évitent les achats impulsifs, investissent régulièrement et vivent en dessous de leurs moyens, alors ces comportements, ils vont devenir la norme dans la famille. Et la norme, c'est quoi ? C'est la frugalité. Et cette frugalité, elle doit s'apprendre. C'est ce facteur-là, c'est qu'ils doivent apprendre à leurs enfants à dépenser avec prudence, à éviter les achats impulsifs, à investir et à vivre en dessous de leurs moyens. Quatrième facteur, c'est valoriser les accomplissements plutôt que la consommation. Dans les familles riches, l'attention est portée sur ce que les enfants réalisent, pas sur ce qu'ils possèdent. Et les parents, ils vont valoriser l'effort, la persévérance, l'apprentissage, les compétences acquises et les résultats obtenus. Ils vont féliciter leur enfant pour avoir mené un projet, pour avoir travaillé dur ou pour avoir développé un talent. Et ils ne vont pas célébrer l'achat d'un objet, par exemple. Peu à peu, ce qui va se passer, c'est que l'enfant il va développer une identité basée sur la capacité et le mérite, plutôt que sur la possession matérielle. Cinquième facteur, c'est encourager l'indépendance financière. L'objectif, c'est que les enfants deviennent économiquement autonomes. Cela signifie qu'on doit leur apprendre à payer leurs propres dépenses, à construire leur carrière et à gérer leur propre budget. Même lorsque les parents pourraient facilement intervenir pour aider, parce qu'ils ont les moyens, les millionnaires qui ont été étudiés dans le livre, ils comprennent que la dépendance financière retarde la maturité économique et donc que l'autonomie, au contraire, renforce la confiance et la responsabilité. Donc il faut encourager les enfants à payer leurs propres dettes, à être autonomes et à développer leur propre budget. Sixième facteur que l'on voit ici, c'est éviter les aides financières régulières. Parce qu'on peut aider ponctuellement, ça peut être utile, mais aider constamment peut créer une habitude. Et ça, c'est mauvais.
Les auteurs, ils observent que les enfants qui reçoivent régulièrement de l'argent de leurs propres parents, pour payer leur loyer, leurs factures et certaines dépenses, ils ont tendance à épargner moins, à accumuler moins de patrimoine et à prendre moins au sérieux la gestion de leur budget. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais eu besoin de développer pleinement leur discipline financière. Forcément, s'ils ont tout et s'ils ont un problème et qu'ils ont quelqu'un qui va les aider à côté, eh bien, ils ont aucun problème, ils ont aucune peur. Donc, ils vont pas faire d'efforts. Septième facteur, pour éduquer nos enfants, c'est investir dans l'éducation plutôt que dans le confort. Lorsque les parents décident d'investir dans leurs enfants, ils privilégient généralement l'éducation, les compétences, les opportunités professionnelles. Autrement dit, en fait, ils financent la capacité à gagner de l'argent, pas simplement un style de vie. Et cette compétence, elle peut générer des revenus pendant toute une vie. On doit transmettre à nos enfants qui doivent s'éduquer financièrement, qui doivent apprendre des compétences orientées sur la finance et l'accumulation de richesses. Huitième principe, c'est enseigner la responsabilité financière. Donc, on doit les encourager à comprendre comment gérer un budget, comment économiser, comment différer certaines envies et comment évaluer le coût réel des choses. Peu à peu, ils vont développer ce que les auteurs appellent la patience financière, c'est la capacité à attendre, à planifier et à investir sur le long terme. Et ce que l'on doit retenir ici, c'est que les riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que leurs enfants deviennent capables de créer leur propre richesse, qu'ils soient autonomes et qu'ils prennent la valeur d'une richesse gagnée par l'effort et que c'est généralement mieux qu'une richesse simplement reçue. Qu'il faut qu'ils travaillent dur pour réussir à obtenir cette richesse. Au final, ces principes que l'on a vus ici, ils reposent tous sur une idée fondamentale. Le plus grand cadeau que des parents puissent offrir à leurs enfants n'est pas forcément l'argent lui-même. C'est la mentalité qui permet de le créer, de le préserver et de l'utiliser avec sagesse. Parce que la véritable sécurité financière, elle vient pas seulement de ce que l'on possède, mais ce que l'on est capable de construire par soi-même. Et une action que vous pouvez faire ici, c'est inculquer la discipline et la frugalité par l'exemple. Parce que les enfants, ils suivent les actions que les parents font, pas leurs paroles. Donc, montre la discipline, montre la frugalité, montre que la richesse s'acquiert par l'effort, le sacrifice, pas par la facilité. Donc, on vient de voir les principes pour les parents riches. Et maintenant, on va continuer par les facteurs des personnes riches. Eh bien, les personnes riches, ils ciblent les opportunités de marché. Les riches savent que les riches ont des besoins spécifiques. Ils se positionnent pour servir ceux qui ont du patrimoine. Dans The Millionaire Next Door, les auteurs Thomas et William, ils expliquent une idée simple. Beaucoup de personnes riches ont développé une capacité particulière, celle de détecter les opportunités de marché. Ils ne cherchent pas seulement à travailler plus que les autres, mais ils cherchent plutôt à travailler là où leur travail a le plus de valeur. Car tous les marchés ne se valent pas. Certains sont saturés, très concurrentiels et peu rentables. Et d'autres marchés, au contraire, concentrent beaucoup de richesses et beaucoup de besoins spécifiques. Et lorsqu'on comprend ça, on réalise que la question n'est pas seulement combien on travaille, mais pour qui on travaille et quels problèmes on résout. Parce que quand un marché regroupe des clients qui ont des moyens financiers importants, eh bien, c'est intéressant. Ces clients peuvent payer pour des services de qualité, pour de l'expertise, pour du gain de temps ou pour de la tranquillité d'esprit. Et alors, ça veut dire qu'ils vont payer le prix. Et c'est pourquoi l'une des stratégies les plus efficaces des riches consiste à vendre des produits ou des services à des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent. Ce n'est pas une question de richesse là, c'est simplement une logique économique. Les marchés qui fonctionnent offrent plus d'opportunités de créer de la valeur. Plus une personne possède d'actifs, de responsabilités ou d'investissements, plus elle a besoin de spécialistes capables de l'aider à gérer des enjeux stratégiques. Et cela, en fait, ça va créer naturellement toute une économie autour de ses besoins. C'est pour cette raison que de nombreux millionnaires, qui ont été étudiés dans le livre, ils exercent des métiers qui peuvent sembler ordinaires. On retrouve
Par exemple, des professions comme les avocats, les spécialistes, notamment en immobilier, avocats fiscalistes, les dentistes, les comptables, les experts fiscaux, les spécialistes de la rénovation ou de l'amélioration immobilière, par exemple. Ces métiers, ils paraissent différents, mais ils ont des points en commun. Ils répondent à des besoins réels et souvent coûteux pour une clientèle spécifique. Un dentiste, par exemple, il ne vend pas seulement un soin, il vend la santé, le confort et la confiance en soi. Un avocat, par exemple, qui est spécialisé, il ne vend pas seulement un service juridique, il va protéger des investissements, et parfois des investissements énormes. Un expert en rénovation, il ne vend pas seulement des travaux qu'il fait, mais il participe à la valorisation du patrimoine immobilier. Et dans ces marchés-là que l'on vient de voir, la valeur créée peut être très élevée, parce que les enjeux sont très élevés aussi. Mais la vraie leçon ne concerne pas seulement ces métiers-là, elle concerne la manière de regarder l'économie en elle-même. Certaines personnes cherchent simplement un travail, alors que d'autres observent attentivement les marchés. Et que font les riches ? Eh bien, ils se demandent où circule l'argent, quels sont les problèmes des gens, quels services sont difficiles à trouver mais très demandés. C'est souvent cette capacité d'observation qui fait la différence entre un riche et un pauvre. Car beaucoup de personnes travaillent énormément dans des secteurs où la valeur économique est plutôt faible. Elles mettent de l'énergie, du temps, des sacrifices, du talent, mais dans un environnement, dans un marché qui est limité financièrement. À l'inverse, ceux qui savent identifier les bons marchés peuvent transformer un métier simple en activité très rentable. En fait, en réalité, les riches, la richesse provient rarement d'un coup de chance. Elle provient souvent d'une combinaison entre compétences, discipline et se positionner intelligemment dans l'économie, dans un secteur très demandé et qui rapporte beaucoup de valeur et de richesse. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici ? Qu'on doit comprendre où se trouve la demande, où se trouve l'argent, où se trouvent les besoins réels qui permettent de prendre de meilleures décisions professionnelles et donc qui va nous apporter plus de richesse. Mais le travail reste essentiel, mais le choix du terrain ou sur lequel on travaille, c'est plus important. Quelle action on peut faire ici ? Donc si tu es entrepreneur, tu vas te demander est-ce que tes clients, ils ont de l'argent ? Et s'ils n'en ont pas, essayez de trouver un domaine où sont les clients qui ont le plus d'argent. Et c'est là où tu vas créer plus de valeur et de richesse. Le 7e facteur, c'est que les riches choisissent la bonne occupation. 80% des millionnaires sont des nouveaux riches. Ils ont bâti leur fortune eux-mêmes, tout seuls. L'entrepreneuriat, c'est 4 fois plus de possibilités d'être millionnaire que d'être salarié. Beaucoup d'entre nous, on imagine que la richesse vient forcément d'une idée révolutionnaire ou d'un secteur extraordinaire qui explose du jour au lendemain. Et pourtant, la réalité que j'ai observée dans le livre, c'est très différent. La réussite financière dépend beaucoup moins du secteur que de la personnalité et de la discipline de celui qui dirige l'activité. Tu peux être bon dans n'importe quel secteur, n'importe quelle entreprise, mais ce qui est le plus important pour toi, ce sont tes qualités, tes valeurs et tes défauts qui comptent. Certaines qualités reviennent régulièrement chez les entrepreneurs qui réussissent. La persévérance, la capacité à contrôler tes dépenses, la patience, la discipline et aussi le sens de l'opportunité, c'est-à-dire saisir le train qui passe. Ces traits de caractère, ces qualités, en fait, elles vont influencer davantage le résultat final que tu vas obtenir plutôt que la nature du business en lui-même. C'est pour cela que beaucoup de millionnaires possèdent des entreprises qui, à première vue, elles semblent plutôt ordinaires. Les auteurs y remarquent que les riches sont rarement à la tête d'activités qui sont très visibles. On les retrouve plutôt dans des secteurs qui sont beaucoup plus invisibles. Par exemple, la distribution de pièces détachées, la fabrication de matériaux de construction, les entreprises de logistique, la production d'emballages ou de boîtes, et la maintenance industrielle ou les services techniques spécialisés. Par exemple, ces entreprises, elles ne font pas rêver, bien sûr, mais elles ne sont pas à la mode, elles n'attirent pas forcément l'attention, mais ces entreprises
ont souvent 3 caractéristiques communes que nous disent les auteurs ici. La première caractéristique, c'est qu'il y a une demande forte et stable, il y a peu de concurrence et il y a des clients réguliers. Ce sont des activités discrètes mais sont essentielles pour l'économie. En réalité, ce que montre ce 7e facteur, c'est assez intéressant, c'est que la richesse se construit souvent dans des endroits que peu de gens regardent. Beaucoup d'entre nous, on est attirés par les secteurs visibles, qui sont prestigieux, qui sont médiatisés, qui sont connus, et ces marchés deviennent alors très concurrentiels, puisqu'il y a plus de monde, de plus en plus de monde qui arrive sur ce marché, et donc c'est plus compliqué à se démarquer. Alors ce qu'on nous dit dans le livre, c'est que certains entrepreneurs deviennent prospères en fait, dans des domaines qui sont moins connus. Alors si on pouvait résumer ce facteur 7, c'est que la question n'est pas de trouver le métier le plus impressionnant du monde, mais plutôt le métier le plus adapté à sa personnalité et à ses dépenses, et à ses compétences. On ne peut pas prédire la richesse d'une personne par son métier, mais par son caractère et sa capacité à générer des profits dans son domaine. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici ? Devenir millionnaire n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Ça, on l'a vu. C'est un processus long et discipliné. Mais si tu es frugal et que tu génères des revenus, le résultat, eh bien c'est simple. Pour devenir riche toi-même, sans aide, tu dois changer ta vision de la richesse. Si tu es frugal et que tu génères des revenus, alors le résultat est simple. Tu vas réussir. Pourquoi ? Parce que tu consommes moins que ce que tu gagnes. On a vu aussi que pour devenir riche toi-même, sans aide, tu dois changer ta vision de la richesse. Parce que devenir riche, ce n'est pas une question de chance ou d'héritage, mais c'est une question de discipline, de sacrifice et de travail acharné. On doit arrêter de vouloir paraître riche et commencer à le devenir vraiment en investissant, en épargnant, au lieu de consommer. Allez, maintenant, on passe à des conseils pour devenir le nouveau millionnaire d'à côté. Et l'objectif ici, c'est de passer du statut de sous-accumulateur à passer à accumulateur de richesse en réorientant ton style de vie vers l'accumulation réelle de richesse. Alors, c'est un processus assez long, mais je pense que tu dois en faire une habitude. Et là, ici, je te propose 10 conseils que j'ai pu tirer du livre et que tu vas peut-être ancrer chez toi, en faire une habitude. Premièrement, calcule ton patrimoine net. Donc, c'est les actifs moins les dettes. Deuxièmement, calcule ton patrimoine attendu avec la formule que l'on a vue tout à l'heure. Âge multiplié par revenu divisé par 10. Identifie une catégorie de dépenses et supprime ce qui est pas indispensable. Quatrième habitude que tu peux faire, c'est à chaque entrée d'argent, paye-toi en premier et mets de l'argent de côté. Cinquième conseil, discute de la valeur de la frugalité avec ta famille, avec tes enfants ou avec ton conjoint. Ils ont besoin de savoir comment fonctionne la finance, ça c'est super important, donc tu peux en parler autour de toi. Sixième conseil que je te propose ici, ouvre un compte d'investissement en bourse par exemple et commence à automatiser un virement. Même si c'est un petit montant, 25 € par mois, c'est pas grave, commence à investir. Septième conseil, prends 1 heure par semaine pour suivre ton budget. Note tes dépenses, tes entrées et tes sorties d'argent. Huitième conseil, bloque 1 heure par semaine pour lire un rapport financier, par exemple, un livre sur l'investissement ou écouter un de mes podcasts des résumés du succès. Bien sûr, ça tu peux le faire, je t'invite à le faire, même tous les jours si tu veux. Neuvième conseil, étudie le marché de l'occasion pour ton prochain achat plutôt que d'acheter du neuf. Et je te propose un 10e et dernier conseil, ne dis pas autour de toi que tu es à l'aise financièrement. Si tu as accumulé de la richesse, eh bien tu ne dois pas le dire et ni le montrer. Le but ici de ce passage à l'action, c'est de changer ton style de vie pour changer ton avenir financier. Alors, on a vu dans ce livre que la richesse ne se voit pas toujours. Elle se construit souvent dans la discrétion, dans le silence, en arrière-plan. Et comme l'explique ce livre, la plupart des personnes réellement riches ne vivent pas toutes dans le luxe. Elles vivent simplement, mais investissent intelligemment. Et la vraie valeur, réellement, elle ne vient pas du statut social. Elle vient de la discipline financière. Les millionnaires d'à côté, donc, ils suivent des principes simples.
vivre en dessous de leurs moyens, épargner et investir régulièrement, planifier leur avenir financier. Ils passent plus de quasiment 20 heures par mois à travailler sur leurs finances. Ils évitent aussi les dépenses qui servent à rien et ils construisent leur patrimoine sur le long terme de façon autonome. Et la différence ne se fait pas en un jour, bien sûr. Elle se fait dans des petits choix quotidiens. Chaque euro dépensé, chaque décision financière que tu prends, chaque habitude que tu adoptes. Et tout cela, en fait, ça va façonner ton futur. Alors, pose-toi cette question simple. Est-ce que tes décisions d'aujourd'hui te rapprochent de la richesse financière ou seulement de l'apparence d'être riche? Parce qu'au final, les gens qui deviennent réellement riches ne cherchent pas à avoir l'air riche. Elles cherchent simplement à le devenir vraiment, à travailler chaque jour de façon acharnée pour y arriver. Alors commence petit. Dépense avec intention. Dépense avec réflexion. Épargne avec discipline et investis avec patience. Et année après année, ton patrimoine commencera à refléter tes choix. Alors j'espère que ce résumé t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Partage cet épisode autour de toi et laisse un j'aime si ce contenu t'aide à avancer. Tu peux aussi partager ton expérience. Par exemple, tu peux me dire quelle habitude financière tu vas commencer à prendre dès aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.